pour une dignité respectée. Bon matin à chacun et bienvenue dans votre podcast pour une dignité respectée. Comme vous l'avez déjà observé, eh bien donc nous sommes dans cette campagne d'information, de sensibilisation, de mobilisation pour une cause qui est noble pour lutter contre une injustice, et bien donc les violences faites aux femmes. Et comme il est dit de manière singulière ici donc au Québec, et bien donc pour toutes ces femmes qui subissent la violence ou des violences de la part de partenaires intimes. Aujourd'hui, nous voulons aborder un autre aspect de ce sujet autant délicat, voir un angle d'approche qui est peut-être des fois ignoré, sous-estimé, peu pris en considération. Qu'en est-il? Eh bien donc des enfants qui se retrouvent au milieu justement de cette violence. Et nous avons aujourd'hui le privilège donc d'avoir avec nous donc D-Joyce. Bon matin D-Joyce. Bon matin Josias, comment tu vas? À cette heure-ci, très bien. Merci d'avoir répondu donc à cette invitation et nous sommes vraiment honorés donc de t'avoir puisque de par ta présence, de par ce que tu as partagé avec nous, nous allons avoir un regard bien particulier, c'est le regard d'un enfant. On n'en dira pas plus, puisque je te laisse le soin donc de te présenter brièvement avant que nous puissions entrer donc dans le vif du sujet. Oui, et tu vois, merci à toi pour cette place, pour le temps aussi accordé à la cause, c'est très important et comme tu l'as bien dit, on est en plein dans les 12 jours de lutte contre les violences faites aux femmes. Et c'est important que justement les personnes, et plus elles sont nombreuses, plus on peut justement faire véhiculer ce message de sensibilisation et montrer que oui, il y a de la violence, c'est encore présent en 2025. Mais aussi rapporter cette touche d'espoir que il y a des personnes qui font des actions, qui mettent en place des solutions concrètes sur le terrain. Donc merci vraiment de m'inviter. Et ceux qui me connaissent pas, mon nom est D-Joyce et je suis un chanteur pop R&B et artiste social engagé dans le sens où tous mes projets ont des messages particuliers que j'ai envie de faire passer, qui résonnent de mon vécu. Et si on peut faire une différence à notre manière, c'est là où il y a la force de la musique. Très bien. Nous aurons l'occasion, bien sûr, d'entrer un petit peu plus en profondeur, notamment sur le volet engagement. Mais avant toute chose, et comme à l'accoutumée, bien dans ce podcast, nous voulons, dès le départ, entendre bien donc notre invité sur son feedback, son ressenti par rapport à ce thème pour une dignité respectée. Qu'est-ce que cela évoque pour D-Joyce? Tu vois, pour moi, rien que de parler du mot dignité, c'est, je trouve, le mot le plus important et le plus fort parce que toutes les femmes qui vivent cette violence et même toutes les personnes qui vivent cette violence ont souvent cette honte qu'on veut leur attribuer et justement on a envie que cette honte change de camp pour leur redonner cette dignité, leur redonner aussi une écoute, une oreille. Donc rien que quand tu mets le mot dignité, ça prend tout son sens aujourd'hui parce qu'on a des personnes lorsqu'elles vivent cette situation-là sont désarmées, désemparées, des fois doivent quitter leur logement du jour au lendemain sans rien. Et tu vois, la violence conjugale, c'est pas uniquement des coups, c'est aussi tout ce qui est violence psychologique, violence monétaire. Donc, il y a tout cet aspect dignité et d'indépendance des fois qui est remise en jeu. Donc, le mot dignité résonne énormément. Très bien. Et que représente la dignité pour toi finalement, en tant qu'homme déjà, et par rapport donc à ce sujet? Mais pour moi, la dignité, ça replace le mot humain, le mot homme avec un grand H de la nature humaine. C'est le respect de l'autre, le respect de soi et justement la façon dont on va se percevoir aussi la perception des autres face à qui on est, qu'est-ce qu'on représente et en fait chaque individu est un être à part entière et justement on doit respecter les personnes telles qu'elles sont, telles qu'elles soient. Peu importe ce qu'elle représente, que ce soit au niveau justement du genre, que ce soit au niveau de la couleur de peau, que ce soit au niveau de la sexualité, il y a tout et c'est là où aujourd'hui on est dans un monde où malheureusement on manque de respect et justement de prise en considération de l'autre. Et pour moi c'est ça la dignité, c'est redonner la dignité aux gens, c'est-à-dire les reprendre en considération. Très bien, les respecter pour qui elles sont. Donc d'où effectivement donc le nom de ce programme, de cette campagne pour une dignité respecter. Il est important pour nous que notre invité puisse s'adresser de manière directe, puisse avoir un cœur à cœur, et bien donc à l'attention et envers donc les femmes qui subissent donc des violences de la part de leurs partenaires intimes. Quelle serait donc l'expression de cœur donc de D-Joyce à l'égard de ces femmes? L'expression ce serait ne vous inquiétez pas. Tout se met en place, tout continue de se mettre en place. Il y a beaucoup d'organismes qui œuvrent au quotidien. C'est juste que parfois, c'est pas forcément visible. C'est pour ça qu'on a des campagnes de sensibilisation pour en parler.
Et j'en ai eu la preuve parce que sur tout au long de l'année dernière, j'ai pu rencontrer beaucoup d'organismes qui elles aussi, enfin qui en tout cas eux aussi se battent au quotidien pour montrer qu'il y a des cellules d'écoute, des cellules d'accompagnement, des cellules de discussion anonymes, privées. Donc si vous vivez cette violence en ce moment, lorsque vous serez prête, parce qu'il n'y a pas de bon départ, il n'y a pas de faux départ, parce qu'on sait que en moyenne une femme peut faire 7 allers-retours lorsqu'elle quitte son foyer toxique. Donc je te dirais, c'est ça le message, c'est ne vous inquiétez pas, les choses se mettent en place, le moment où vous serez prête à partir, il y aura des organismes et voilà, continuez à vous informer de manière secrète. Voilà, si vous avez besoin d'en parler, parlez-en à des proches. Que voilà, c'est important des fois de mettre des mots et donc c'est ça mon message. Ok, très bien, très bien. Un message rempli donc d'espérance, de perspectives nouvelles. Quand vous serez prête, nous sommes aussi prêts à vous accueillir en amour. Oui, Voilà. totalement. Pour une dignité respectée. Très bien. Alors c'est une présence particulière pour nous donc dans ce programme puisque nous avons donc déjà un homme sur une thématique qui est en général, alors on dit en général parce qu'on ne minimise pas non plus la violence faite à des hommes, mais en général donc ce sont des femmes qui se retrouvent être victimes. Alors, il va être intéressant pour nous vraiment de te laisser la place, Joyce, pour comprendre qu'est-ce qui amène un homme à s'intéresser, en tout cas à s'impliquer, à militer, à s'engager pour une cause aussi féminine. Et quel est ton parcours de vie? Qu'est-ce qui t'a amené au fil donc de ce parcours à te retrouver dans cette problématique? Alors, tout simplement mon vécu, parce que j'ai grandi dans la violence conjugale. Justement, ma mère était la victime et mon beau-père, qui était lui l'auteur des violences, et aussi lointain en arrière que je me souvienne, j'ai grandi dans ça jusqu'au moment où ma mère a décidé de me mettre en pensionnat, parce que justement, elle était dans ce processus de divorce et de séparation, et il fallait que ce soit fait sans moi parce que ça devenait trop problématique. Mais tu vois, le moment où je suis parti en pensionnat, j'avais 10 ans. Et j'ai vu la violence depuis que j'ai l'âge de 3 ans, donc depuis que je m'en Oh, souvienne. ah oui. Et ça continue jusqu'à ce que j'ai 11 ans. Donc c'est quelque chose que j'avais toujours eu envie de faire en tant qu'artiste, de pouvoir parler de causes qui me touchent et qui me tiennent à cœur. Et en fait, j'ai toujours eu cette envie de dédicacer un message à ma mère. Donc je le faisais déjà dans des poèmes quand j'avais 12-13 ans où je lui disais qu'elle était belle, que je l'aime et que je vois ce qui se passe, mais que un jour je serais capable de la protéger à mon tour Wow. peut-être. Donc c'était naturel quand je suis venu à la musique de faire un projet qui parle de la violence conjugale, qui parle de la violence que ma mère a pu vivre et qui parle aussi de moi, mon ressenti à ce moment-là. Tu vois, j'ai en l'occurrence une chanson qui s'appelle Garçon, où je Ok. parle de quand j'ai dû m'enfuir de la maison parce qu'il y avait de la violence et que je pensais que ma mère était morte. Tu sais, c'est des Oh. choses qui étaient très très difficiles. Et donc voilà, je suis arrivé comme ça dans la violence conjugale. Et c'est là que j'ai découvert tout un écosystème où il y a des actions qui sont mises en place que j'aurais aimé qu'il y ait quand je vivais ça justement dans les années 2000 et 90. Donc maintenant, je trouve qu'on est de plus en plus équipés. On n'est pas au bout parce qu'il manque encore des financements pour Là, les pas du travail. organismes. Ok. Mais c'est pour ça que je suis arrivé justement à défendre cette cause en ce moment. Très bien. Mais comment un enfant, un jeune garçon entre 3 et 10 ans, vit-il son quotidien? Alors, on a toujours des clichés. Un enfant, un garçon de 3 ans va chercher à jouer, va vouloir être avec des amis, des copains. Dans sa scolarité, il va être dans la cour de récréation comme étant peut-être un des plus turbulents, animant un petit peu la scène. Mais comment toi tu as vécu cette enfance en dehors, si tu veux, de ce milieu toxique? Quelle a été ton enfance à l'école, avec des amis, avec d'autres cercles familiaux, par exemple? Mm. Tu vois, dans mon cas, j'ai pas été turbulent. Au contraire, j'étais plus le petit garçon calme Oh, tu sais, qui adore faire du sport parce que je faisais énormément de basket, par exemple. d'accord. Et justement, c'est souvent ce qu'on veut montrer que lorsqu'on vit dans la violence, on reproduit des comportements qui sont peut-être de l'ordre de la colère ou de la violence, mais il y a tellement de cas différents, autant qu'il y a d'enfants victimes. Moi, dans mon Mhm. cas, j'étais un enfant très calme, justement, qui ne parlait pas trop, mais c'était beaucoup le sport et après le quotidien. Aussi longtemps que justement je me souvienne, c'est la peur quand je rentre à la maison, Oh, la honte quand je pars à l'école parce que des fois je m'enfuyais et je criais dans le quartier et des fois à l'école on me disait oh c'est toi qu'on a entendu crier
dehors ou qu'on a entendu pleurer. Et du coup, c'est un peu cette honte que j'avais, mais que là, je maquillais avec le côté, j'étais très bon en sport, j'étais très bon, physiquement, qui faisait que j'essaie de détourner un petit peu l'attention. C'est ça. Donc, c'était la peur à la maison. Et je te dirais même, quand après j'étais en pensionnat, à 10, 11 ans, c'était la peur de me dire qu'est-ce qui se passe pendant que je suis pas là. Pendant que je suis loin, qu'est-ce qui se passe? Et après, même quand ma mère a pu se libérer de ça et que c'était terminé, donc aux alentours de 13, 14 ans. Enfin, du coup, elle a divorcé quand j'avais 12 ans. Et ensuite, 13, 14 ans, c'était plus de vivre avec ça, parce que là, c'était la préadolescence. C'était la peur dès que j'entends un bruit, dès que j'entends une assiette qui tombe, un verre qui se casse. C'est un sentiment qui est psychologique, mais c'est de la peur qui reste finalement tout au long C'est ça. du coup de l'adolescence, quoi. Est-ce que le contact a été maintenu pendant que tu t'es pensionné avec ta mère pour avoir peut-être des informations ou savoir comment le dossier justement évoluait pour cette séparation? Alors, il n'y avait pas d'informations. Je voyais ma mère toutes les fins de semaine. Donc, je D'accord. rentrais les vendredis soirs et je rentrais les dimanches soirs. Donc, je restais environ 1 jour et demi par semaine avec ma mère. Et encore, des fois, elle travaillait de nuit. Donc, j'allais chez des amis. Et ensuite, comment ça s'est fait la transition? Je te dirais que j'étais pas au courant, mais lorsque tout était comme correct, là, c'était comme on a déménagé. Et là, c'était comme plus paisible. Donc, c'est là où j'ai vu qu'il y avait un vrai changement, qu'il y a quelque chose en tout cas qui ne se reproduirait plus. Et c'est ça. Est-ce que ce déménagement, ce changement d'écosystème a été aussi s'est effectué de la même manière dans le fort intérieur de DJOS en tant qu'adolescent? Waouh, c'est une bonne question. Je te dirais non, parce que le changement, une fois qu'il a été fait, c'était rapide. On a déménagé très rapidement avec quasiment rien, dans le sens où je me souviens, on est arrivé dans un appartement qui était certes petit, mais tous les meubles ont été rachetés. J'avais des nouveaux habits. C'était vraiment un nouvel environnement, mais dans ma tête, j'étais encore dans ça parce qu'il y avait cette compréhension de comment est-ce qu'on en est arrivé là, le pourquoi. Le pourquoi est-ce que ma famille aux alentours n'ont peut-être pas vu ce qui se passait, ou alors s'ils l'ont vu, pourquoi est-ce qu'ils ne se sont pas manifestés. Donc c'est plein de questionnements ensuite qui arrivent, alors que normalement dans le processus normal de moi en tant qu'adolescent, c'est plus d'être en train de m'amuser avec mes amis, et commencer à me trouver au niveau de ma sexualité, des amours, parce que quand tu arrives 13, 14, 15 ans, c'est là où ça arrive. Et moi j'étais dans d'autres questionnements. J'ai grandi très tard, par exemple. Bon, là, maintenant, je fais 1m80, donc je suis grand. Mais j'étais très petit jusque l'âge de 15, 16 ans. Sur les photos de classe, on met souvent les petits devant et les grands derrière. Et j'étais très, très petit. Donc, je me dis, est-ce que inconsciemment, j'ai pas eu aussi un retard de croissance sur le temps? Je sais pas, je me suis posé tellement de questions. Bon, maintenant, tout va bien. Mais tu vois, je pense que dans mon cerveau, ça a pris un long processus qui n'est pas terminé, parce que si aujourd'hui j'en parle et si je l'ai exposé tout au long de l'année 2024 et 2025, c'est que j'avais besoin aussi de guérir ces blessures et de les transformer surtout en force. Oui, ça s'entend et ça se comprend parfaitement bien. Et comme je le rappelle, et une fois de plus, merci vraiment pour ton témoignage, pour ta participation, parce que cela permet d'élargir un petit peu et de se rapprocher du moins des 360 degrés sur le sujet et d'avoir vraiment le témoignage de l'intérieur d'un enfant. Justement, Didios en tant qu'enfant a grandi, a même pris un peu d'auteur. Oui. Mais comment as-tu négocié le carrefour de ta destinée? Nous allons juste schématiser très rapidement deux possibilités, soit on duplique, soit on reproduit le même schéma, ou soit on s'en éloigne. Qu'est-ce qui t'a permis de te positionner et de faire un choix de vie pour ce que tu veux pour ta vie? Pour une dignité respectée. Je te dirais que quand j'étais en pensionnat, j'ai eu la chance d'avoir des éducateurs spécialisés. Qui eux, en fait, quand tu es en pensionnat, tu as des ateliers qui, des fois, ça te paraît très anodin, mais des ateliers de parole, du sport, la façon dont ils amènent leurs activités pour te montrer que, voilà, t'es important, t'es là. Donc, je pense que dans mon fort intérieur, ça m'a juste fait du bien pour justement commencer à dissocier le bien du mal. C'est des choses qui, dans la construction d'un jeune adulte, c'est très très important. Donc je pense que les éducateurs ont été les piliers.
pour une construction psychologique qui va être quand même plus stable. Et après, j'ai aussi eu ma grand-mère qui justement a été là très très présente dans mon adolescence. Souvent, je dis elle me donnait des formules magiques dans le sens où elle me dit t'inquiète pas, plus tard tout va bien se passer. Donc il y a eu tout un petit écosystème aussi petit qu'il soit qui a fait que voilà, en tout cas j'ai pas reproduit. Je sais qu'il y en a qui reproduisent, mais il y en a aussi plein qui reproduisent pas. C'est aussi important de le souligner parce que souvent C'est bien. on fait des parallèles. Oui, ça arrive aussi, et c'est le but aussi de mon projet, c'est de montrer que en tout cas aux jeunes, que accrochez-vous à vos rêves si vous en avez, c'est possible d'y arriver, et ce que vous avez vécu, ça ne nous définit pas. Donc, si vous avez vécu de la violence, c'est pas parce que vous en avez vécu que vous allez Exactement. reproduire derrière. Exactement, exactement. Donc la porte reste ouverte pour un schéma totalement donc différent. C'est un choix donc à faire. Il est important donc de le souligner, et ce choix reste personnel. Donc moralité, ce n'est pas l'écosystème, ce n'est pas l'environnement qui détermine comme un automatisme. C'est un choix que l'on fait. C'est Oui, vraiment important de le souligner. Donc ce qui nous permet aujourd'hui donc d'avoir avec nous donc D-Joss qui alors si on fait dire une petite synthèse, hein, a connu une enfance on pourrait dire qui a été volée par des circonstances de vie, qui a bénéficié d'un encadrement et d'un accompagnement implicite donc durant donc son adolescence, et à un moment donné le petit garçon a finalement été maintenant un grand garçon restitué. exactement, exactement. J'ai pas d'autres mots, c'est exactement ça, et c'est comme tu l'as un peu évoqué, c'est le fil conducteur de mon deuxième album Grand Garçon, qui a commencé par un mini-album Garçon, et la version complète Grand Garçon pour montrer justement cette évolution. Très bien. Et comment ce grand garçon vit-il aujourd'hui? Alors, on parlera de la partie artistique tout à l'heure, mais d'une manière générale, je veux dire, comment vit ce grand garçon D-Joss aujourd'hui? Ah bah très bien, vraiment. Même si effectivement il y a toujours les aléas de la vie qui peuvent être parfois compliqués, mais je suis très très épanoui. J'ai eu la chance ensuite de faire une école de commerce où j'ai fait Ok. justement en France c'est un master, et donc ici c'est l'équivalent d'une maîtrise. Tu sais, je travaille dans un cabinet d'avocats. Tu sais, j'ai mon parcours artistique qui a grandi. J'ai eu la chance avec mon premier album d'avoir été nominé au Gala de la Disque. J'ai gagné mon premier award en 2022 à Toronto. Donc je te dirais que tout va bien, et aujourd'hui il y a une grande fierté qui naît en moi. C'est la fierté de me dire que grâce à la musique qui a grandi, eh ben ça me permet aujourd'hui de véhiculer des messages qui peuvent être entendus à une Mhm. grande échelle, dans le sens où quand je fais une entrevue je donne un exemple, à Radio-Canada, bah, je sais que grâce à ma visibilité, bah, je peux passer des messages forts, et qui vont être entendus pour une large audience. Donc, je vais très bien. Je suis très bien entouré de très, très belles personnes, d'organismes, d'ambassadrices, d'ambassadeurs qui font que aujourd'hui, c'est pas juste D-Joyce. Quand je parle de mon vécu, oui, c'est ma base, mais Oui. qu'aujourd'hui j'ai construit un écosystème avec des alliés qui sont très très forts, et avec qui on met en place des beaux projets. Donc, si on est ensemble aujourd'hui, toi et moi, c'est parce qu'en tout cas il y a des personnes qui t'ont parlé du Oui. projet. Donc, c'est que en tout cas la mission est accomplie. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Est-ce qu'on peut faire un petit jeu de mots? Euh, Disons que D-Joyce est un militant joyeux. Oui, mais c'est totalement un bon mot, parce que justement, je me considère pas comme militant, parce que il y a des organismes qui le font très bien, et les organismes coup de poing, il en faut pour faire avancer certaines choses dans le système. Et moi, effectivement, je me mets pas dans cette case-là, mais plus effectivement, je milite avec amour, je milite avec joie à ma façon, et dans le côté où c'est pas grave, il y a des choses qui fonctionnent pas dans la société, bah nous on va les changer à notre manière, pour Mhm. nous, pour nos communautés, parce que moi je parle de la femme au sens large, mais on a aussi beaucoup c'est amplifié dans la communauté noire, afrodescendante. Oh, ok. Donc je te dirais, voilà, c'est avec amour, et c'est ça. Et un large sourire. Très bien, très bien. Donc, en tout cas, c'est un témoignage qui est édifiant, encourageant pour ceux qui nous suivent actuellement donc dans ce programme pour une dignité respectée. L'angle d'approche et c'est cette singularité, en tout cas aujourd'hui dans ce podcast, c'est que nous avons donc un retour d'expérience d'un garçon
qui est devenu un grand garçon et qui aujourd'hui milite vraiment pour qu'il y ait plus de justice, d'équité et de dignité à l'égard et bien donc de la femme. Merci encore, hein, T. Joyce, pour ta contribution. Profitons des quelques minutes qui nous restent pour peut-être avoir tes analyses, puisque je pense que tu as eu l'occasion de les mener. Mais si tu peux nous synthétiser un petit peu ta réflexion sur les petits survivants devenus grands garçons ou grandes filles. Comment as-tu Wow. analysé cette évolution, surtout en termes de principes, pour ceux qui nous suivent actuellement, quels seraient peut-être les conseils, les clés de lecture, les approches, les choses à laisser auxquelles il faut s'attacher pour bâtir un avenir totalement différent de ce qu'on veut rejeter indéniablement. Pour une dignité respectée. Waouh. Alors là, j'ai pas encore eu mon doctorat, mais ce que je peux dire à mon petit niveau, c'est que déjà l'avancée en 2023 qu'il y a eu, comme quoi les enfants n'étaient plus seulement des témoins ou qu'ils étaient cachés, qu'ils ont été vus, ils sont pris en tout cas au même titre que les femmes à titre de victimes. Et maintenant, il y a effectivement un gros travail d'éducation et juste de renseignement auprès des jeunes, parce que finalement, les jeunes, ce sont nos citoyens de demain. Et donc peut-être pas aller dans des sujets type violence conjugale, coups, etc., mais commencer par le consentement. Parce que justement, la découverte de la sexualité, de la relation avec un partenaire, ça se fait dès dans secondaire. Moi, je confonds souvent secondaire, cégep, mais en tout cas, C'est pas le même système, effectivement, oui. effectivement, 12-13 À ans. l'adolescence, c'est sûr qu'à l'adolescence, elle commence, oui, cette éducation. Exactement. Donc là, commencer tout simplement à aborder le consentement, c'est très important, surtout à l'ère des réseaux sociaux où tout est rapide, on voit des choses sur Internet et on a l'impression que c'est la vraie vie, qu'on peut le dupliquer, mais non, on est des êtres humains avant tout. Donc c'est remettre ces discours dans les écoles et c'est pour ça qu'une de mes missions et volonté en 2026, c'est d'aller encore plus dans les écoles. Bon, en fait, juste pour parler de mon parcours de résilient et de mon art, mais qu'est-ce qui m'a mené aujourd'hui à pouvoir faire ma passion? Et j'ai tout un parcours qui passe par différentes étapes et commencer à l'amener dans les écoles. Comme ça, au moins, on peut essayer de couper le circuit de violence ou de non-parole, parce que c'est important de redonner la parole aux jeunes qui attendent que ça aussi. Très bien, très bien. Donc, si on entend bien, finalement, c'est miser sur l'éducation aujourd'hui pour casser un cycle qui aurait tendance à se reproduire de génération en génération et se dire que par l'éducation, par l'éveil ou le réveil de la conscience dès l'enfance, l'adolescence, eh bien, c'est donner l'opportunité donc à cette nouvelle génération de faire le meilleur choix. Exactement, de faire le meilleur choix parce que la violence passe. Là, on est dans de l'extrême quand on parle de violence conjugale, de féminicide. Ça, c'est les cas les plus extrêmes. Mais on a des micro-violences. C'est le respect, ça passe aussi par la parole, ça passe aussi par les actes, ça passe par de manière même plus large la violence financière quand une femme est moins bien payée qu'un homme à compétence égale ou à poste égal. Il y a plein de petites choses comme ça qui, en fait, mis bout à bout, ça crée la violence faite aux femmes, violence sexiste, violence de genre, peu importe. Mais voilà, je pense que c'est dès la base, dès l'éducation, la place des parents et des institutions sont, du coup, est très importante. Très bien. Et tu participes bien sûr donc à ce vaste programme donc d'éducation au travers donc de ton engagement donc artistique. Est-ce que tu pourrais juste singulièrement nous présenter succinctement, nous présenter donc ton dernier album Grand Garçon et le message phare que tu y délivres? Exactement. En fait, Grand Garçon, c'est 10 chansons qui parlent de mon parcours de résilient jusque aujourd'hui le message à ma mère et comment est-ce que je m'en vais vers de nouveaux horizons maintenant que j'ai réappris à m'aimer, que j'ai justement la dignité retrouvée et non respectée, mais retrouver cette dignité en tant qu'humain et justement quitter un environnement toxique. Donc c'est un projet rempli d'amour, rempli de bienveillance et qui peut faire du bien quand on défend. On peut avoir l'impression qu'on est seul. Et bien, en tout cas, à chaque auditeur, j'ai envie de leur montrer que non, vous n'êtes pas seul. C'est quelque chose qui est vécu par des milliers et des milliers de personnes. C'est juste que des fois, on se sent isolé, mais c'est ça, voilà, c'est partager un petit peu de on n'est pas seul. Vous n'êtes pas seul, et donc c'est ça le projet. Et voilà, il continue à se propager jusque l'Assemblée nationale du Québec. Et je pense que c'est un de mes projets phares dans ma carrière, même si je vais faire d'autres projets par la suite, mais ça va être mon fil conducteur de ma carrière artistique.
Alors si tu le veux bien, je te propose qu'on puisse juste apprécier un extrait donc de cet album. Avec plaisir. Pour une dignité respectée. Qu'est-ce qui t'arrive? Dis-moi ce qui ne va pas. Je sens de la peine dans ton regard. Des traces indélébiles parcourent ton visage. Toi tu t'es couché tard, mais ce n'est pas l'orage. Garçon, sèche tes larmes, mon garçon. Sèche tes larmes, mon garçon. Qu'est-ce qui t'arrive, gamin? Tu es si pâle. Où est passé ton sourire? As-tu le moral? Dis-nous, qu'est-ce que tu fais là? Si proche de la gare, as-tu pas été sage pour t'enfuir si tard? Garçon, sèche tes larmes, mon garçon. Sèche tes larmes, mon garçon. Il était une fois un tout petit gars, tu ne le connais pas et rien ne se voit. Garçon, 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 garçon. Pour une dignité respectée. Voilà donc, je vous rappelle que vous êtes donc dans votre podcast Pour une dignité respectée. Nous venons juste d'apprécier donc le titre phare Grand Garçon, écrit, interprété donc par D. Joyce, qui est donc notre invité. Nous approchons donc de la fin de ce podcast. D. Joyce, nous voulons te laisser le mot de la fin pour une parole, un cœur à cœur cette fois-ci vis-à-vis bien donc des femmes, mais aussi des enfants d'une manière générale. Waouh. Alors, le mot de la fin, ce serait n'ayez pas peur de réaliser vos rêves. Peu importe d'où vous venez, dans quel écosystème vous avez grandi ou évolué ou de ce que vous avez vécu, même si vous le vivez en tant qu'adulte, vous pouvez les réaliser. Il n'y a pas d'âge, que vous ayez 10, 20, 30, 40, 50, 60 ans. Foncez, réalisez vos rêves et surtout faites-le avec amour et respect. C'est très important. Très bien. Merci D. Joyce pour ce mot de la fin. Merci une fois de plus d'avoir porté ta contribution, une contribution très précieuse qui élargit l'angle d'approche. Et nous espérons tout simplement que quels que soient les internautes qui auront accès effectivement donc à ce podcast puissent trouver donc des ressources pour aller plus loin. Merci encore. On se dit à très bientôt. Merci à toi, Josias. À bientôt. À bientôt. Pour une dignité respectée.